Tu viens d'Afrique francophone et tu peines à t'intégrer en France, ce podcast est fait pour toi. Ici, on parle de choc culturel, de solitude, d'administration compliquée, mais aussi de réussite, de force, d'opportunités et de tout ce dont tu as besoin pour d'emblée t'intégrer et ensuite te développer en France. Bienvenue dans Diaspora étudiante, le podcast par les étudiants, pour les étudiants. Let's go. Bonjour Alex Emmanuel, Bonjour Alfred, j'espère que tu vas bien. ça va très bien et toi? Merci à toi de te prêter à l'exercice du podcast. De rien. Donc, on va commencer par, tout comme bonne émission hein, qui se valent, Mhm. de, par te présenter. Exactement. Et j'avais un petit exercice à te proposer. C'est ce qu'on appelle l'exercice de brise-glace. Et ça consiste à... En tout cas, je vais te poser une question. Et par la question, tu vas me répondre. Et par de là, on va savoir à peu près qui tu es. Ok. Ok. La question est simple. C'est si tu avais un mot pour définir le parcours que tu as réalisé jusqu'ici en France, il n'y avait qu'un seul mot. Ce serait lequel? Et pourquoi ce mot-là et pas un autre? En fait, il y avait un seul mot qui définit mon parcours en France, c'est le rêve. Le Pourquoi le rêve. rêve? Parce que moi, je suis un entrepreneur et un Ok, entrepreneur, ça rêve beaucoup. Ça rêve des grands trucs. ok, Et du coup, c'est le rêve qui a guidé tout mon parcours en France. Parce que quand tu rêves, tu as la ok, volonté. Tu peux ok, avoir pratiquement, si tu mets du travail et de la résilience, tu peux arriver au bout de tes rêves. Donc, pour moi, c'est ça. ok. Donc, on va définir Alex Emmanuel par le rêve, le travail, la volonté. Et comme il a bien dit, si vous avez la volonté, vous pouvez avoir, en tout cas, atteindre tout ce que vous voulez. Tout est possible. Ok. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est le thème, le grand thème dans lequel on va parler, c'est la vie d'étudiant. Je sais que c'est une vie que tu viens d'achever. Donc, tu connais très bien la vie d'étudiant. Il y a de cela quelques mois. Tu as eu ton diplôme, on va dire ça comme ça, ton master 2. Exactement. Qu'est-ce que ça te soulève comme émotion? Bon, en fait, je vais commencer par me présenter brièvement, parce que avant de commencer à expliquer son point, il faut d'abord connaître d'où on vient. Je m'appelle Alex Landjou, a.k.a. Monsieur Garis. Donc, je suis aussi connu sous le nom de Monsieur Garis sur les réseaux. Comme il a dit, je suis jeune diplômé en marketing et communication digitale. Et aujourd'hui, je me considère comme un expert digital, donc pas seulement le marketing, que ce soit tout l'univers digital, la transformation digitale. Et je suis aussi, comme j'ai dit, créateur de contenu sur les réseaux. Et pour finir, je suis entrepreneur dans le domaine digital. Et maintenant, pour revenir à ta question, je vais Ok, parler de mon parcours, comme j'ai eu le diplôme. En fait, moi, j'ai étudié en marketing digital. Je suis arrivé ici en troisième année, en prépa master. J'ai fait un an de prépa. Après, je suis entré en master 1 en marketing et communication digitale, master 2, et j'ai eu mon diplôme. J'ai fait mon parcours en alternance, donc c'était plutôt bien. J'ai beaucoup appris et surtout, j'ai beaucoup appris en autodidacte parce que moi, je suis quelqu'un qui pas chercher les différentes informations dont j'ai besoin. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme. Et aujourd'hui, je travaille dans ce que j'ai fréquenté, donc notamment le digital, le e-commerce, tout ce qui est entrepreneuriat, et voilà. ok. Donc, pour parler réellement de la vie d'étudiant, je voulais qu'on parle de comment on s'adapte. C'est-à-dire, quand on arrive, quels sont les défis qu'on rencontre, trouver la maison, si on n'a pas de maison, on doit vivre chez gens proches. Comment ça se passe? Comment toi, tu as vécu ça, tu as réussi à surmonter ça jusqu'à aujourd'hui, tu arrives à une certaine stabilité, tu vis chez toi, Mhm. voilà, tu peux payer ton loyer toi-même, tu es autonome, Exactement. voilà. En fait, d'abord, je vais commencer par féliciter tous les. Je vais commencer par, comment dire, par tirer un coup de chapeau à tous les étudiants qui viennent ici et qui n'ont pas comment dire, de famille d'accueil, qui viennent, ils se battent eux-mêmes, ils prennent un logement, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance d'arriver ici et j'avais déjà une grande famille qui m'a accueilli, qui m'a appris comment je dois faire en France, les papiers que je dois faire, les démarches et tout ça. Bref, donc pour moi, on va dire, c'était un peu plus facile. Mais comparé à un étudiant qui vient et qui n'a pas vraiment une famille, il est seul à Ses lui-même, il est repères, abandonné à etc. lui-même, c'est compliqué. Bon, moi, c'était un peu plus facile parce que j'avais déjà les frères et sœurs ici qui avaient déjà fini l'école, d'autres étant encore de fréquenter. Donc, ils m'ont accompagné dans ce parcours-là, comment faire pour avoir tel truc. Si j'ai besoin de telles informations, j'ai mon oncle, j'ai ma tante, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs qui ont pratiquement le même
parcours que moi. Donc, c'était un peu plus facile, mais pas facile dans le sens où tout était rose. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Mais niveau adaptation, c'était un peu plus facile parce que j'avais la famille. Et aussi, comme je suis quelqu'un de extraverti, genre, je suis ouvert, je me fais facilement des amis. Et comme je suis sur les réseaux, donc c'était plus facile pour moi de faire des amis, de m'adapter. Bon, avec la communauté camerounaise qu'il y a ici et aussi avec la communauté de la France. Donc, je vais dire que pour moi, c'était un peu plus facile, mais vraiment, c'est ça en fait. Ok. Là, tu dis que c'est facile. Pour moi, je te connais un peu, hormis la caméra, etc. Parce que, voilà, on a vécu pas mal de mois ensemble. Et je sais que ça n'a pas tout le temps été aussi facile. Oui, bon, niveau intégration, ça pas. Niveau intégration, quand il parle de facile, c'est dans le sens où tu arrives dans un pays où tu ne connais pas les gens, Ouais. mais tu as une famille, tu vois. Tu as une famille avec qui tu parles chaque jour à la maison, on prépare toujours les repas camerounais, c'est de ça que je parle. Mais niveau vie, dans le sens où tu dois aller chercher peut-être un stage, tu dois chercher une alternance, tu dois faire ci, tu dois faire cela, c'est difficile pour tout le monde, même si tu as la famille Donc, ici. rentrons dans le vif du sujet là, c'est-à-dire la partie où c'est difficile. J'ai compris que ton intégration pour toi a été facile parce que Mhm. tu as une famille qui Mhm. t'a posé les bases. Mhm. Mais maintenant, de se trouver professionnellement parlant, Mhm. comment est-ce que tu as fait? Parce que je crois que dès ta première année, tu as trouvé ton premier stage. Exactement. Et c'est pas, tout le monde ne réussit pas à faire ça. Justement. En fait, dès la première année, c'était pas évident de trouver le premier stage parce qu'il a fallu faire. Donc, il a fallu aller chercher les informations. Il a fallu sortir un peu de sa zone de confort dans le sens où tous les étudiants aujourd'hui, quand ils viennent en France, ils doivent trouver le stage à la première année ou bien faire une alternance. Je sais pas trop. Mais dans mon cas, c'était Je crois qu'on un n'a pas le stage. droit de trouver une Oui, alternance la première pendant année, la oui. première année. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à chercher le stage quand je suis en octobre. On a commencé l'école en octobre. On nous a dit, trouver un stage avant janvier. C'est vrai qu'en octobre, on n'a pas la pression, mais janvier, déjà, tu as trouvé un stage. Donc, ça n'a pas été facile. J'ai cherché le stage. Tu envoies les CV, tu viens du Cameroun, tu n'as pas d'expérience, tu dois inventer les expériences dans ton CV pour qu'on croit que non, tu vas commencer à travailler. Vraiment, c'était la résilience parce que, il y a deux sens où tu arrives dans un point où, parce que moi, je suis arrivé à un point où, en mai, c'est pratiquement en mai que j'ai trouvé le stage. Et je devais trouver le stage depuis février. Mais dans le sens où il fallait que je fasse 5 mois de stage, mais minimum, durant toute L'année scolaire. l'année scolaire. Et comme ça tombe en mai, c'était le 5e mois. Donc, du coup, il fallait faire le reste de mois jusqu'en septembre. Donc, du coup, c'est en mai que, avec beaucoup de résilience, avec beaucoup de, comment dire, tu vois, quand tu cherches un truc fatigué, tu ne trouves pas, tu veux abandonner. Ouais, Il y a ce dernier espoir-là qui est là, qui te dit, non, vas-y. continue. Donc, du coup, j'ai continué, j'ai postulé à cette entreprise. On a fait le premier entretien. Je sentais qu'il y avait un truc, mais je n'étais pas sûr parce que c'était une grosse boîte. D'autant plus que c'était une grosse entreprise, 5 Gobain. C'est un groupe. Du coup, moi, je savais que non, là, le groupe, si les autres petites entreprises ne m'ont pas pris, c'est que le groupe, impossible qu'ils te prennent, quoi. un grand groupe ne nous allait pas me prendre. Donc, du coup, j'avais les problèmes de trucs. Moi, j'avais le visa. Ouais. Dans le moment-là, j'avais encore le visa. Et je crois qu'on devait me refuser parce qu'on sait que les grands groupes, ils prennent trop la France et tout ça, les Français. Mais j'ai postulé, j'ai fait l'entretien. Et après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils m'ont pris. Ils t'ont pris, quoi. Et c'était vraiment l'un des beaux jours de ma vie parce que si je ratais le stage, je sais que je dois reprendre Toute l'année. mon année scolaire. Mais sinon, c'était pas du tout facile à la recherche. J'ai postulé, même peut-être même, je sais pas s'il y a quelqu'un en France qui a postulé plus que moi pour trouver un stage dès la C'est, première année. pour revenir vraiment à la postuler, parce que c'est ça le plus important. Il faut postuler, mais je crois qu'il y a un 80-20. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses quand tu réussis à savoir que, OK, Oui, ça là justement. me permet de trouver Voilà, directement les stages. exactement. Je voulais que tu me parles un peu de ça. En fait, quand tu cherches le stage, moi, le secret, c'est quoi? Quand tu es étudiant, quand tu viens d'arriver en Europe ou bien en France, tu vas venir avec, tu n'as pas d'expérience, même si tu as l'expérience au Cameroun, les gens, ils ne vont pas, il va falloir que tu mettes encore plus, genre, tu vois. Par exemple, moi, je suis arrivé ici, j'avais pas d'expérience, j'avais jamais travaillé dans une entreprise vraiment dans le secteur Ce que qui est j'ai le fait. cas de 90% des cas arrivent ici. Justement, je n'avais pas d'expérience en marketing digital, j'avais jamais fait le marketing digital, je connaissais même pas les trucs. Mais quand je suis arrivé, j'ai commencé à, comment dire, comme je vous ai dit au début, je suis entrepreneur. J'ai commencé à entreprendre mes petits trucs, je faisais des boutiques en ligne, je me formais en autodidacte, tu vois. Peut-être dans l'entreprise là où je travaillais, j'étais chef de projet marketing digital. Donc, il fallait que j'apprenne tout ce qui est Google Ads, tout ce qui est publicité en ligne, tu vois, la gestion de projet. Et du coup, pour cette entreprise-là, j'ai dû façonner la personne que je devais être devant la personne avec qui je fais l'entretien. Donc, il fallait que je me mette dans la peau de quelqu'un qui a eu à travailler dans ce domaine, alors que j'ai jamais eu à travailler dans ce domaine. Donc, j'ai pris mon CV. On donne des exemples concrets. Exemple concret, c'est-à-dire quand tu veux peut-être, moi je vais faire un stage en marketing digital. Je vais être chef de projet en marketing, c'est-à-dire je vais devoir gérer une boutique en ligne. Donc du coup, je commence à chercher les informations. Qu'est-ce que quelqu'un qui gère la boutique en ligne fait?
quelles sont les expériences qu'il doit avoir. Je prends peut-être ChatGPT. C'est pour ça que je dis que ChatGPT est arrivé à un moment où c'est comme si c'est arrivé pour moi parce que c'est arrivé au bon moment de ma vie. Donc avec ChatGPT, j'ai eu à chercher des informations, à simuler même des trucs. J'ai déjà des Des entretiens. entretiens, Pour savoir ChatGPT vocal. Oui, ChatGPT vocal. J'ai pris le ChatGPT payant, genre vraiment. Parce qu'il fallait que je simule ça, je me mets dans la peau et tout, ma façon de parler, ma façon de répondre. Ça aussi pour tous les radins qui n'aiment jamais payer. Non, ChatGPT, s'il y a un abonnement que les gens doivent prendre, c'est ChatGPT en fait. Donc du coup, c'est ce truc-là que j'ai commencé à faire. J'ai même en termes de compétences, j'ai eu à créer une boutique en ligne pour pouvoir savoir gérer. Comme ça, quand j'allais voir le recruteur, il dit que bon, voici la boutique que j'ai eu à gérer, tout ça. Ton Comme ça, portfolio, quoi. justement, il sait que c'est concret. Donc voilà. Et voilà, c'est ça. En fait, tu te mets dans la posture du poste que tu veux prendre. Genre, tu dois avoir ces compétences-là. Tu dois même créer ça, même s'il faut que tu crées des vrais trucs toi-même. Tu fais des portfolios. Et puis, quand tu as besoin de le recruteur, parce que le recruteur ne veut pas savoir si tu as eu à travailler. Il veut le concret. Il veut savoir si tu veux pas savoir si tu peux faire le travail. Si tu peux faire le travail. Parce que tu viens dire que je sais faire ça, je sais faire ça. Frère, personne ne va te prendre. Tout le monde dit qu'il sait faire. Donc, du coup, quand tu montres un projet concret, tu montres un site, tu montres que tu as eu à gérer, forcément, si le recruteur veut vraiment te prendre, il va te prendre. Donc, pour moi, c'est ça le secret aujourd'hui. Ok. Très bien. Tu as développé le sujet vraiment. C'est de cela, de fait de. Je pense sincèrement que pour quelqu'un qui réussit à se retrouver en France, comme toi tu t'es retrouvé, avoir une expérience, avoir une deuxième, passer en alternance, gagner de l'argent, avoir son propre logement, être indépendant finalement, il faut quand même quelque part avoir un bon entourage, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir des personnes qui nous recadrent quand on fait ceci, quand on fait pas bien cela. Et dans ta vie personnelle, quelles sont, selon toi, les personnes que tu estimes qui peuvent, ou en tout cas pour conseiller quelqu'un, tu vois, qui peuvent être bons ou mauvais, quelle est l'attitude que ces personnes-là ont envers toi? Ou quels sont les conseils qu'ils t'ont donné qui ont changé ta perspective des choses? En fait, c'est comme j'ai dit au début, moi j'ai eu cette chance d'avoir une famille qui avait beaucoup d'années sur le territoire. Il y a eu par exemple, mon oncle, celui qui m'a accueilli ici là justement, il a accueilli beaucoup d'autres étudiants comme moi, dont lui il avait beaucoup d'expérience. Donc il me donnait beaucoup de conseils, comment faire, gérer ses études, sa vie ici. Comme quel conseil? Comme je vais te prendre un exemple très très simple. Tu es un étudiant, tu arrives en Europe, il y a des trucs que tu dois faire. Par exemple, tu sais que à l'année, tu dois payer ton titre de transport, tu dois avoir telle assurance, tu dois faire telle démarche pour avoir ta carte vitale. Donc pour moi, c'était un peu plus facile, tu vois. Donc il me demandait les démarches que je devais faire. Il m'orientait les banques et tout ça. Donc vraiment, j'avais toutes les informations avec moi, tu vois. Mais côté, côté vie professionnelle, tu vois, vu que lui, il ne maîtrise pas le domaine, mais il m'encourageait toujours, il me mettait la pression que fais comme ça, fais comme ça. C'est vrai que ça stresse. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Est-ce que tu estimes que la pression qu'il te mettait, c'est une bonne pression ou c'est une mauvaise pression? Je vais dire oui et non. Pourquoi? Parce que la pression en elle-même, ça te fait comprendre que tu n'as pas droit à l'erreur en fait. Tu dois sortir, tu n'as pas le choix. Genre la pression c'est ça. La pression c'est mauvais dans un autre sens où ça peut te frustrer. La personne peut croire qu'il te met plus de boostage alors que la personne est en train de te mettre plus bas. Parce que tu vois que tu es un incapable, que tu ne sais rien faire. Tu vas commencer à baisser la garde et tout. Mais c'est bien dans le sens où ça te met la pression. Tu dis bon, ok, je n'ai pas le choix et tout ça. Tu vois, moi par exemple, quand je cherchais le stage, je devais payer ma scolarité. J'avais pas fini de payer ma scolarité. C'est mon oncle qui me donne l'argent pour payer. Mais il me fait comprendre que là, tu dois trouver le stage pour voir et tout, tu vois. Donc j'ai cette pression-là que non, vu que c'est lui qui paye, il faut que je trouve le stage et tout. Donc c'est ça. Et ça s'est même arrivé une fois, deux fois, pendant le stage et pendant mon alternance, parce que j'ai dû leur faire une alternance aussi. Et pendant mon alternance, quand j'ai fini mon stage, mon visa a expiré. Il fallait que je fasse une demande de titre de séjour. Là, je fais la demande de titre de séjour, ça ne sort pas. Genre, on me donne les récépissés. Maintenant, quand je finis le stage, je dois directement entrer en alternance. Mais sauf que mon truc est fini. Là, l'entreprise, je devais travailler chez Orange. C'est ça, parce que comme j'avais une expérience grand groupe, moi, je m'avais pris parce que j'avais une expérience grand groupe à Saint-Gobain. Maintenant, je postule chez Orange, ils me prennent tout. On fait tout ce que c'est bon. Ils m'ont dit c'est bon et tout ça. J'annonce la bonne nouvelle. Maintenant, au moment où il faut envoyer les papiers, je dis que j'ai pas les papiers, que j'envoie mon attestation de dépôt, même pas le récépissé pour dire que voilà 3 mois. Moi, j'avais une attestation de dépôt pour dire qu'il est déposé. Et comme on dit non, que c'est impossible et tout ça, ils ne peuvent pas travailler avec moi. Mais c'était le choc total de ma vie là-bas. Ils ont pris une personne qui était plus adéquate, qui avait les papiers, tout ça. Les papiers, etc. Du coup, j'ai perdu mon alternance à Orange comme ça. Maintenant, pendant 2 septembre. Bon, déjà seulement sur ça. Parce qu'il y a une grande leçon à tirer de ça, c'est on nous dit toujours il faut
comment on dit, il faut faire sa démarche de renouvellement de visa 3 mois à l'avance, etc. Mais on est toujours frileux, la paresse, etc. Parce que c'est pas, voilà. Et je pense que qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? C'était le cas avec moi. Je vais pas te mentir, c'était le cas avec moi dans le sens où j'ai pas fait une demande à temps. J'ai fait une demande peut-être 1 mois avant. Parce que je me disais que, là, je suis en règle et tout ça, j'ai le stage et tout. J'ai fait une demande, j'aurai mon alternance et tout, ça va aller vite. Mais sauf que non. Je devais faire une demande 3 mois avant, vu que je devais entrer en alternance. Mais moi, j'ai aussi fait la demande parce que je n'avais pas encore d'alternance, tu vois. J'avais pas de truc pour justifier. Tu n'avais pas le truc concret, quoi. Concret, parce que pour faire une demande, il faudrait que soit tu as une alternance, un travail, soit tu as quelqu'un qui va te prendre en charge. Et moi, il y avait personne pour me prendre en charge, pour faire la prise en charge. J'ai même essayé de faire la prise en charge avec mon oncle, mais ça ne prenait pas parce qu'il fallait qu'on signe des documents de la banque qui dit qu'on va lui virer l'argent et ça prenait un peu trop de temps. Donc, il fallait absolument avoir. C'est pour ça que j'ai pas fait à temps. Donc, du coup, j'ai fait 1 mois avant quand j'ai trouvé mon alternance sur Orange. Mais je croyais qu'il devait me donner directement, mais non, il y a une procédure à suivre. Quand tu fais ta demande, tu dois attendre comme tout le monde. On étudie. C'est vrai que la France aussi, c'est vraiment un problème avec les trucs de papier qui prennent énormément de temps. C'est pour ça qu'on dit de faire 3 mois avant. Mais moi j'ai fait en retard. C'est ça qui m'a coûté ma première alternance. Et du coup, là, et la préfecture dans laquelle j'étais aussi, ça, c'est un point très, très important. La préfecture de l'Essonne, pire préfecture de tous les États. Si je te dis ce que j'ai fait pour avoir mon titre de séjour, attends, on va arriver à ce niveau-là. Revenons sur. Donc, tu estimes que, en fait, le fait d'être localisé quelque part en France peut vous jouer des tours, quoi. Le fait que tu sois localisé dans un département qui n'est pas adéquat. Je te prends un exemple, c'est la préfecture de l'Essonne. Alfred, j'ai fait une demande de titre de séjour, je me rappelle, c'est le 30 août 2023. J'ai eu mon titre de séjour le 30 août, j'ai eu mon titre de séjour en juillet 2024. Donc, 1 an, je n'avais pas de papier. J'avais seulement les récépissés de 3 mois. J'ai eu 9 mois de récépissés. Et on fait comment pour vivre sans papier en France? Justement, c'est difficile. C'est difficile dans le sens où tu peux pas trouver quand tu vas donner ton réception, on va dire que mais tu as 3 mois, après 3 mois, ça va expliquer. Aucun employeur va te prendre au sérieux. Et c'est ça qui m'a coûté mon alternance pendant le mois de septembre jusqu'en janvier. Parce que là, toutes les entreprises que je prenais, ils me donnaient le récépissé et ils refusaient. Parce que le récépissé, ça finit dans 3 mois. Chaque mois, on m'a demandé que renouvelle. Donc, c'est ça qui m'a coûté mon alternance. Maintenant, en janvier, je suis tombé sur une entreprise qui a accepté de me prendre avec le récépissé. C'est alors que là, j'ai dit que bon, il faut pas que l'entreprise me recale à cause de ça. C'est là où j'ai pris l'initiative d'écrire au préfet de l'Essonne. J'ai envoyé peut-être 7 mails. Dans le mail, je disais que je vais mourir si on me donne pas le titre de séjour. Genre, mes mails, c'était les mails de pleurs chaque jour jusqu'à ce que c'est le préfet qui me donne mon titre de séjour. Bien sûr. J'ai encore le mail là dans mon téléphone. Et tu sais, c'est là où j'ai trouvé le mail du préfet parce que les mails des préfets ne sont pas publics. Justement. J'ai étudié un truc de marketing, j'ai un outil de marketing, on nous a appris à l'école, tout ça, pour trouver le mail de... Comme quoi, les compétences sont transversales. Les compétences sont transversales. Il faut aller chercher l'information. Ne reste pas là, tu penses que... Si moi j'attendais que quelqu'un me donne le mail, c'est que je ne devais jamais avoir le mail. Donc, du coup, il fallait que j'aille chercher l'information, tout ça. Et cette technique-là a permis à ce que j'ai de ma sœur aussi, deux de mes sœurs, pour qu'elles ont leur titre. Ils ont aussi écrit. Ils ont écrit, justement, tout le monde qui m'écrivait, même sur LinkedIn. Il me dit que comment tu as fait pour voir ton titre de séjour et tout. Mais j'ai justement balancé le mail. Donc, sans que le préfet aujourd'hui, on sent que si c'est que c'est moi qui dois être son mail, c'est qu'il va me tuer. Parce que je dois le mail à tout le monde, parce que c'est impossible. En tout cas, au final, ça a été utile, c'est le plus important. Justement. Donc, c'est ça. Ok. On est vraiment dans le bain et tout. Voilà. Une fois qu'on trouve son alternance, qu'on trouve son stage, on a ses premiers sous. Exactement. Voilà. Donc, quand l'argent entre dans tout ce qui est positif, il y a aussi du négatif. Exactement. Voilà. Donc, je voulais que tu me dises, sincèrement, est-ce que toi, tu estimes que tu gères bien ton argent? Et si tu estimes que tu gères bien ton argent, dis-nous, conseille-nous sur comment est-ce qu'on fait pour bien gérer son argent. Et si toi, tu estimes que tu gères mal ton argent, dis-nous quelles sont les erreurs que tu penses quand tu gères mal ton argent. En fait, pour répondre à cette question, parce que c'est une question à deux sens. Ouais. En France, il y a 2 types d'étudiants qui viennent étudier. Il y a les étudiants qui viennent étudier en France parce que le parent fait le prêt. Genre, il doit prendre soin de la famille. C'est une élite qu'on l'envoie en Europe. Il doit envoyer l'argent. Il y a un autre étudiant que lui vient, il est bien, il a son an, c'est son argent et tout. Il paye son loyer, il fait sa vie avec son argent. Il n'a pas besoin d'envoyer. Il n'est pas forcément dit qu'il va envoyer pour rembourser les dettes, tout ça. Il n'a pas de dettes à rembourser. Maintenant, moi, j'étais celui de ceux-là qui avait beaucoup de responsabilités. J'ai toujours, même pas que j'ai beaucoup de responsabilités. Tu te retrouves dans quel volet? Le premier ou le deuxième? Celui qui vient en France, il a les responsabilités, il doit rembourser celui qui a les dettes. Justement, celui qui a les dettes. Et parce que moi j'ai fait la caution. Donc, ma caution,
C'est pas comme si je jouissais de ma caution, vu que je vivais chez mon oncle. Donc, chaque fois que je recevais ma caution, je retirais ce qui me permet de vivre avec et je renvoyais l'autre au pays. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passait. Quand la caution est finie, là, j'ai commencé à travailler. J'ai fait mon stage. Ouais. Maintenant, mon stage, ça me permettait de rembourser tous les dettes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours. J'ai trop de responsabilités. Mes petits frères, ma mère, les dettes, tout ça. Attends, jusqu'à aujourd'hui. explique-moi, mais ça fait combien d'années que tu es en France aujourd'hui? 3 ans net, jour pour Donc, ça fait 3 ans que tu rembourses les dettes. Actuellement, c'est tout le monde mon Sendwave. Bref, toutes les transactions que j'ai eu à faire avec toutes les plateformes qui envoient l'argent en Afrique. Je suis peut-être à plus de 20 000 euros envoyés au Cameroun. Au bout de Mais 3 maintenant, ans. parce que la dette, bien sûr que quelque part, c'est un parti dans le sens où ça sort de l'argent de la poche. C'est-à-dire, quand tu gagnes ton argent, tu es obligé de rembourser. Mais est-ce que tu estimes pas que la dette qu'on a prise, par exemple, pour toi, ce n'est pas une bonne dette? C'est une bonne dette aujourd'hui. C'est une très très bonne dette. Et moi, je conseille à tous les parents même de prêter. Même si moi, c'est pas comme si je suis riche. Voilà. Encore au Cameroun, moi, je suis pas riche. Je viens pas d'une famille même, on va dire même modeste, là même, ça va même encore. Je viens d'une famille moyenne. Parce que quand on dit famille modeste, c'est que tu peux prendre soin de. Moi, je viens d'une famille moyenne. Et ma mère a pris un gros sacrifice. Elle a pris tout son argent. Mes parents, ils ont pris tout son argent, ils ont misé sur moi. Et aujourd'hui, j'ai remboursé l'argent. Mais sauf que tu connais les parents, même si tu rembourses la dette, tu dois envoyer aussi l'argent de la mater pour qu'elle puisse faire ses business. C'est pas, etc. C'est justement donc. Et aussi, ma mater aussi, c'est une businessman. Genre, elle aime le business. Elle est toujours dans restaurant, tout ça. Donc, quand elle veut faire un business, c'est moi qui dois débloquer les fonds. Tu vois, si j'envoie et tout ça, machin. Donc, tu es le pilier. Je suis le père, comment on dit, le grand-père là. C'est moi le grand-père. Jusqu'à aujourd'hui, encore. Et moi, je suis le, comment dire, de ma famille, je suis pratiquement, on ne va pas dire le seul, mais celui qui, quand on a un problème, bien que ce soit ma grand-mère, quand il n'est pas ma famille maternelle surtout, genre c'est moi qui mais du coup, avant de revenir à la question de comment tu gères ton argent, etc., concrètement, est-ce que tu estimes que cette pression familiale-là, c'est bien pour ton ascension personnelle? Non, jamais de la vie. Moi, je ne sais même pas si je dois faire un même message à ma famille actuellement. En fait, moi, je dis, si c'est que tout cet argent-là, j'avais investi ça dans le business, c'est qu'aujourd'hui, je suis riche. En fait, parce que comme tout l'argent que j'envoie, la pression financière qu'on met comme aux étudiants là. Non, c'est bon. Pour un étudiant qui n'a pas de responsabilité, qui n'a pas des projets, là, je peux comprendre encore. Je sais pas, je me suis pas mis dans la peau. Mais je me dis, si c'est que j'avais pas de projet, même jusque là, c'est toujours, mais tu peux pas travailler ton argent et tu es tout le temps d'envoyer, pas parce qu'on dit qu'il y a un problème, tout ça. Mais moi, je dis, la pression financière que les parents mettent, c'est vraiment pas bien. Laisser le temps à la fin de faire son école. Parce que moi, je fréquentais encore quand moi j'envoyais l'argent. Je te dis pas, je viens de finir l'école. Je comprends. Vois. On me mettait à la pression, vraiment énorme, tu vois. Donc, petit problème qu'il y avait, c'est toujours moi et tout ça. Et c'est pas bien parce que moi, je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'investir dans les projets. Tu vois, j'ai les projets que je dois investir. Et tous ces gens que j'envoie là, c'est l'argent qui ne travaille pas l'argent. Donc, quand j'envoie, ça part, ça finit. Tu vois, ça ne travaille rien. Alors que moi, si je prends l'argent là, je mets quelque chose, ça va continuer à travailler et ça va travailler bien et ça va me permettre de grandir encore. Tu vois. Et du coup, je me dis, si tout cet argent-là, j'avais investi ça, ou bien j'avais mis ça dans mes projets que je mets actuellement, c'est qu'aujourd'hui, je suis peut-être loin, en fait. Je suis loin. Donc, mais est-ce que tu estimes que... Parce que là, pour moi, c'est un peu comme si tu rejetais la faute du côté de la famille. Non, je ne rejette pas la faute du côté de la famille dans le sens où les dettes sont remboursées. Si c'était que les dettes, moi, je ne vais pas me plaindre parce que je suis obligé de rembourser. Tu vois. Mais non, pas dans ce sens-là. Dans le sens où, en fait, bien sûr, tu demandes de l'argent. Mais au final, qui est maître le soir? Qui est maître de l'argent qui gagne? C'est toi. Justement, mais tu n'as pas le choix. C'est même une question de choix. Pour moi, est-ce que tu ne dois pas arriver à un certain niveau où tu discutes, comme tu dis avec tes parents, où tu dis, je dois être un peu ferme dans le sens où je dois être plus égoïste qu'être altruiste envers mes parents? Non, justement, ça va dépendre de la situation. Comme je t'ai dit, il y a des fois où... C'est que c'est pas l'émotion. C'est l'émotion, justement. Tu vois, imagine, je vais te prendre l'exemple simple. Tu es un entrepreneur, pourquoi tu as trop d'émotions? J'ai une émotion envers ma mère parce que c'est ma mère qui m'a permis d'être ici. Donc, si ma mère vient, même si elle a quoi et tout ça, même si je dois... Je suis arrivé à un niveau où je peux avoir un projet, peut-être, je veux faire le permis. Le permis, c'est 1 000 euros. Ma mère me dit que j'ai un problème là et tout. Mon âge, le permis là, je donne ça parce qu'elle est venue les émotions. Tu vois, ta mère t'appelle pour téléphone, elle pleure ou bien... Est-ce que c'est bien alors pour toi? C'est pas bien pour moi, mais justement, j'ai pas le choix. Mais aujourd'hui, comment dire, j'arrive à gérer ça. J'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de satisfaire. Je peux pas satisfaire tout le monde, mais j'essaie quand même. Surtout côté de famille. Mais je pense que c'est pas bien pour moi parce que là, j'ai beaucoup de projets, comme je t'ai dit. Je suis un entrepreneur. Tu viens de me montrer un autre projet tout à l'heure. Je suis un serial entrepreneur, donc j'enchaîne les projets vraiment très, pas les petits trucs, des vrais trucs, genre des vrais trucs qui vont révolutionner le monde.
Et du coup, moi, aujourd'hui, ça me pénalise vraiment le fait qu'elle me mette cette pression-là. Même ma tante, chez qui j'ai vécu, j'ai dit de parler à ma mère parce que là, ça peut plus continuer comme ça. Et d'autant plus que j'étais encore étudiant. C'est pas comme si je travaillais encore. Moi, si je travaillais, genre, j'avais des vrais revenus comme quelqu'un qui est en CDI. Là, ça peut se comprendre. Et le deal même avec ma mère, c'était que, bien avec ma famille, c'était que je vienne ici, je fréquente, personne ne me demande rien. Parce que c'est dès là que j'ai commencé à montrer que je gagne de l'argent qu'on a commencé à me demander. Si je restais dans la position où je fais comme si je gagnais rien, personne ne va rien me demander. Parce qu'il y a des positions où... Bon, est-ce que tu montres aussi que le Mathieu, quelque part, ça a ses inconvénients? Oui, le Mathieu a ses inconvénients dans le sens où moi, je suis quelqu'un des réseaux. J'aime me montrer comment je vis, j'aime me montrer mon bonheur, j'aime partager mon bonheur. Je suis pas du genre qui disent que vivre mieux qu'à cacher là. Tout ça, pour moi, c'est la foutaise. Pour moi, c'est la foutaise. Si tu es heureux, montre que tu es heureux. Si tu es triste, va te cacher, tu pleures. Pour moi, c'est ça. Moi, je suis pas des gens qui... Moi, je montre ce que je vis. Ce que je vis, c'est ce que je vis. Je montre si je suis heureux, je montre que je suis heureux. Donc, tu estimes qu'on n'a pas besoin d'une vie privée? Non, pour moi, je suis une personnalité publique. C'est la personnalité que moi, j'ai décidé aujourd'hui. Aujourd'hui, je montre tout. Il n'y a rien de privé chez moi. Un entrepreneur, c'est toi les entrepreneurs d'avant, les Victor Fosso, je ne sais même pas si les pères là qui... Je comprends. Aujourd'hui, moi, je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'être public, j'ai besoin de me vendre. C'est mon image que je vends. J'ai besoin de vendre une je te comprends que tu veux te vendre. Mais par exemple, pour moi, il y a des choses que, même si on veut se vendre à un certain moment, il y a la vie privée, il y a la vie publique. Oui, évidemment, il y a la vie privée. La vie privée, c'est quoi? C'est le fait que quand tu as peut-être tes problèmes, tu gardes tes problèmes pour toi. Ou bien quand tu as un problème avec ta famille, tes problèmes avec ta famille, ça reste avec ta famille. Ça, pour moi, c'est ça la vie privée. Okay. La vie privée est différente du bonheur. Le bonheur, c'est pas la vie privée. Si tu es heureux, tu es heureux. Si tu as ta vie privée, tu as ta vie privée. Si moi, je suis heureux, c'est pas forcément parce que ma vie est privée que je vais pas partager mon bonheur. Si demain, je crée une entreprise, je lève les fonds, je dis que je vais partager tout le monde. Si demain, je crée une entreprise, mon entreprise de pète, je partage tout le monde. Si aujourd'hui, j'ai 1 million d'abonnés, je partage. Si aujourd'hui, j'ai l'argent, je suis en train de hier, moi, quelque part, ou bien je suis en train de fêter, ou bien je suis en boîte en train de faire un truc, je filme, je mets, je partage le bonheur avec tout le monde. Et le fait que je partage, même en vrai de vrai, la raison pour laquelle je partage mon bonheur, c'est pour montrer aux gens qui sont comme moi, qui viennent d'où je viens, pour dire que c'est possible. Nous sommes allés du même endroit. Si est-ce que ça ne pousse pas les jeunes à faire autre chose? Justement, maintenant, moi, comment je partage... Parce que ce que tu fais, je vais te donner un exemple. Il y a un autre jeune créateur de contenu, je regardais son contenu sur, tu vois, les filles Dubaï, etc. Toutes ces filles-là qui commencent à faire de la prostitution, Sugar Daddy, voient les vieux, etc. Elles-mêmes, des fois, ils démarchent. C'est qu'on est arrivé à un niveau où une jeune fille de 16 ans va démarcher un vieux, etc. Est-ce que tu estimes que montrer forcément une vie de luxe, etc. à la jeunesse, ce n'est pas un peu... Voilà, ce n'est pas un peu les montrer un raccourci que peut-être, voilà. En fait, c'est comme je t'ai dit, il y a 2 types de personnes, tu vois. Il y a les entrepreneurs. Ouais. Ceux que tu dis là, ce sont les entrepreneurs qui montrent le bonheur, mais ils ne montrent pas le travail. Okay. Tu vois. Et les entrepreneurs, je vais te prendre un exemple très très simple. Sur quelqu'un, bon, je ne vais pas répondre son nom ici. Ouais. Lui, il est tout le temps en train de montrer l'argent, mais il ne montre pas le travail qu'il fait pour avoir cet argent-là. C'est ça qui pousse les jeunes justement à aller faire des trucs croyant que non, c'est facile. Moi, pour ceux qui me suivent, quand moi je partage mon bonheur, je partage aussi le travail qu'il y a derrière. Comment j'ai fait? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre aux gens. J'aime beaucoup partager les compétences que moi j'ai. Pour tous ceux qui marchent avec moi, tous ceux qui me suivent, quand moi j'ai un business que je connais, que ça me rapporte de l'argent, je partage le bonheur, le fruit du succès, et je partage aussi le travail qu'il y a derrière. Je dis comment c'est pas été facile. Je montre le processus de A à Z. C'est ça qui me différencie de ceux qui partagent juste le bonheur. Parce qu'un entrepreneur qui partage sur le bonheur, c'est un entrepreneur qui pousse les gens à aller voler. Parce qu'il ne montre pas comment il fait. Moi, je partage le bonheur et je montre comment je fais. Comme ça, un jeune qui me suit va savoir que non, lui, il fait le e-commerce. Il faut que je fasse le e-commerce aussi. Peut-être ça qui a de l'argent. Il va parler, il dit que, bon, lui, il montre qu'il a l'argent, il prend l'argent. Peut-être il se prostitue, peut-être il vend la drogue, peut-être. Moi, je montre que j'ai le bonheur là et je montre ce que je fais. Comme ça, un jeune va me voir et dire que lui, il a l'argent. Ça veut dire que c'est le e-commerce. Il montre comment il achète des habits, il vend sur Vinted, il fait tel business, il développe les applications, il livre des sites à des clients. Ça veut dire que moi aussi, je vais pas prendre ça. Tu vois. Et lui, il peut se former aussi. Donc, en fait, tu veux à ce qu'il y ait une cohérence justement, dans tout ce que tu fais. Dans l'information. L'information, c'est pas seulement le fait de partager les réussites. C'est le fait de partager aussi les coulisses, c'est-à-dire les backstage, pour montrer comment tu fais. Comme ça, les gens qui vont te suivre de A à Z. Pas qu'ils vont te suivre de Z, à partir de Z quand tu as réussi. Tu vois. Donc, c'est ça pour... Moi, je trouve même que c'est très important de partager aussi quand on travaille parce que c'est le travail qui fait en sorte qu'on mange. Donc, si on partage quand on dépense seulement, on coupe une grosse partie de l'histoire, 99%. Justement. Donc, ce qui n'est pas top pour ceux qui vous suivent. Exactement. Donc, on va revenir à la question de l'argent. Oui. Est-ce que tu estimes que tu gères bien ton argent? Moi, j'estime que je gère très, très bien mon argent. D'abord, dans le sens où j'ai des responsabilités, j'assume mes responsabilités, je prends des responsabilités, j'ai des responsabilités financières énormes. Quelles sont les responsabilités d'un jeune
de ton âge? Moi, les responsabilités que j'ai, c'est pour ça qu'on dit qu'un enfant avec les problèmes d'adulte. Moi, les responsabilités que moi j'ai aujourd'hui, j'ai une famille, que ce soit mon père, ma mère, mes petits frères. Moi, par exemple, je paie la pension de mon petit frère. Et là, il est en train de venir, c'est moi qui vais faire sa procédure. Les problèmes de ma mère, c'est moi qui j'ai les problèmes de ma mère. Quelques problèmes de ma grand-mère, c'est moi qui j'ai les problèmes de ma grand-mère. Donc, ma famille, dans le sens où mon père, ma mère et ma grand-mère, c'est moi qui prends soin d'eux. Peut-être quand quelqu'un est malade, si ma soeur est malade et qu'elle doit avoir les lunettes, je peux envoyer l'argent pour qu'elle achète des lunettes. Des responsabilités comme ça. Genre, il y a un petit problème, il faut que j'envoie l'argent, je prends toutes les responsabilités. Donc, je suis un peu comme le père, le chef de famille, dans le sens, le petit chef de famille que je suis. Maintenant, en termes, je suis en couple aussi, j'ai une copine c'est vrai qu'elle aussi, elle ne prend pas beaucoup parce que la famille me prend assez. Mais vu qu'elle travaille, ça permet de gérer ses propres trucs. Mais je prends aussi quand même soin d'elle un peu. Vu que c'est ma copine, c'est normal. Ok. Maintenant, de mon côté aussi, je prends soin de moi aussi. Tu vois, je suis toujours soigné, toujours bien. Je prends soin de moi aussi. C'est pour ça, ne doute jamais. Genre, si un truc. Tu connais la Parce que personne. c'est la santé. Si tu ne Tu prends pas connais la soin de personne, toi, pas seulement le tu personnage. seras malade, tu vois. Donc, c'est ton corps qui te permet de travailler. Donc, si ton corps n'est pas bien, comment on dit, un corps sain dans un esprit sain. Justement, si ton corps n'est pas, ne travaille pas, si tu ne prends pas soin de ton corps, c'est que tout l'argent là que tu donnes autour de moi, ça ne peut pas se faire. Donc, je gère très bien mon argent et je parviens à investir avec tout ce que je t'ai cité là. Toi-même, tu vois les projets qu'on crée. Donc, en termes de pourcentage, tu as dit quand le salaire tombe à la fin du mois. Ok. Combien le pourcent part dans les investissements? Combien le pourcent part dans les charges de tous les jours? Combien le pourcent part à la famille? Combien le pourcent part à la copine? Ce qui est bien avec les investissements, c'est que quand tu investis une fois, Ouais. tu vois, c'est l'investissement. L'argent travaille l'argent. Comme on dit, l'investissement travaille l'investissement. Quand tu investis une fois, tu me donnes tout le mois, tu mets l'argent dans ton business. Non, si tu mets l'argent tout le mois dans ton business, que ton business ne fonctionne pas. Donc, du coup, moi, je mets dans le business une fois. Après, je fructifie le capital, je monte le capital avec les bénéfices. Maintenant, si on doit aller dans ta question, on va dire 50%, c'est pour prendre soin de moi. Parce que quand il parle de soin de moi, c'est le loyer, la nutrition et tout ça. Maintenant, on va dire 30% va à la famille, tu vois. Maintenant, le reste de 20%, on peut dire ça part à ma copine, les amis, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, 50% pour toi? Oui. Parce que, bon, ici en Europe, tu vois, c'est pas comme en Afrique que, tu vois, le loyer, ça coûte cher. Non, je comprends. La moitié de mon salaire, c'est le loyer, tu vois. Et comme bon, c'est vrai qu'il y a les aides et tout ça. Mais bon, on va pas dire la moitié totale, mais on va dire la moitié pas dans le loyer et la nutrition. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et le reste, la famille et une autre famille proche, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, tu estimes que tu gères bien ton argent comme ça? Si c'est pour la gestion financière, il n'y a pas l'homme pour moi. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, c'est un bonheur. Je crois qu'il n'est pas de prendre soin de moi, c'est uniquement de moi. Mais je ne prends pas. Il y a des fois aussi, quand le business me donne assez, vous savez, l'argent du business, tu ne vas jamais me voir sortir l'argent du travail qu'on me paye à la fin du mois, jamais. C'est l'argent du business avec lequel je vis la vie. C'est mon business qui travaille, tu vois. Donc, je dis que l'argent là, c'est un argent à part, c'est pour moi, c'est mon business, c'est mon idée. Donc, c'est ça qui me permet, tu me vois encore peut-être en train de. Parce que les gens me voient toujours dehors, peut-être je vis bien et tout ça, restaurant, tout ça. Ils croient que peut-être c'est mon salaire, parce que le salaire n'est pas suffisant pour moi. C'était que le salaire, c'est que je suis mort depuis. Donc, tout ça, c'est mon business qui me permet de vivre la vie que moi je vis là. Donc, parce qu'on va parler du côté business. Voilà, parce que tu es quand même quelqu'un qui a pas mal d'activités à côté. Ce qui me plaît. Serial entrepreneur. Oui, extrêmement. Avant d'accrocher à ça, je voulais qu'on parle du côté copine. Parce que moi, de ce que moi j'ai constaté, la majorité des interactions que j'ai avec les garçons, tu vois, hormis une interaction comme ça où on parle de choses à peu près sérieuses qui peuvent aider d'autres jeunes comme nous qui veulent passer le même parcours, ça parle beaucoup de filles. Est-ce que j'estime que dans ton cas, toi qui as une copine, je crois que c'est depuis que tu es venu en France. Ça fait 4 ans que je suis 4 ans. 4 ans en couple. Déjà, félicitations, c'est pas facile. Je suis un putain de responsable. Ok. Est-ce que tu estimes que ça t'a été utile et que ça t'a aidé dans ton parcours aujourd'hui? Plus utile que, comment on va dire, moins utile. Que je vivais comme tout le monde, que les filles. Non, dans le sens où dans ton parcours personnel, dans ta vie personnelle. Est-ce que le fait d'être casé me permet de me faire avancer? Voilà. En fait, avec la fille que tu es, avec qui tu es? Avec la fille que je suis, parce que comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. En fait,
Moi, à la base, je suis quelqu'un de très rationnel. Je suis, comment on dit, je sais pas, mon éducation et aussi ma perception de la vie a fait en sorte que je vois la vie autrement. Je vois la vie comme un responsable. Donc, depuis j'ai commencé à être en couple avec, ma relation sérieuse a commencé à 21 ans. Tu vois, dès 21 ans, je pensais déjà que il me faut une famille, il me faut quelqu'un avec qui je vais continuer, cheminer, comme on dit, on grandit avec quelqu'un. Et il me faut investir, il me faut pas penser pour projet. Donc, c'est au moment là que je me suis mis avec elle. Et c'était pas facile dans le sens où elle, c'est une femme, tu vois. Elle est jeune aussi, elle voit la vie autrement. Donc, il fallait que je l'enseigne comment vivre, comment on fait, comment on grandit, comment on parle les projets, comment se caser, tout ça et tout et tout et tout. Et avec, elle a vite à accrocher. Et aussi, aujourd'hui, c'est pas vraiment évident dans notre relation parce qu'on nous sommes dans une relation à distance. Donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des fois où on c'est pas tout ça, il y a des tentations, il y a des trucs, mais on arrive à gérer quand même. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours parce que ça me forge encore moi-même à être plus responsable. Parce que là, je me dis, j'ai une responsabilité, j'ai une famille, il faudrait que je me tienne bien, il faudrait que je me comporte bien, il faudrait que je me respecte, je sois responsable. Donc ça amène, ça, quand tu pratiques un truc, tu vois, ça te forge encore plus. On dit que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Donc si tu veux être responsable et que tu Faut que veux ça soit dans le fonder une bain, famille, quoi. il faut que tu sois dans le bain. Et ma relation m'a beaucoup aidé à être responsable encore plus, tu vois, parce que moi, je suis un BG, tu vois, Bon, avec tout. à part le fait que, parce que moi, je vois le côté où quelque part, tu soutiens financièrement ta copine. Et ça amène à être responsable parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent à la fin du mois. Oui, le soutien envers Voilà. la copine, ce n'est même C'est ça pas que je voulais dire. À seulement part financier. ça, C'est même pas, partage avec d'autres jeunes. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? C'est même pas seulement financier. Tu sais que quand tu apprends, c'est quand on devient expert quand on commence à partager ses compétences à quelqu'un. Si tu apprends à quelqu'un comment forger, toi, tu vas encore plus être fort dans ta manière de forger, tu vois. Donc, du coup, elle, le soutien n'est pas seulement financier, tu vois, parce qu'elle travaille. Déjà, elle a une formation, elle travaille, tout ça. Donc, sans toi, déjà, elle peut vivre. Sans moi, elle peut vivre. Avant moi, elle vivait. Ok. Tu vois. Mais avec moi, c'est encore, comme on dit, seul, à deux, on pas plus loin. Tu vois. Donc, avec moi, je la prends la vie. Je la prends, comment on dit, comment vivre dans une société, dans la société dans laquelle nous sommes. Donc, je la prends comment bien gérer son argent. Je la prends comment voir loin, la vision. Parce que moi, je suis quelqu'un qui porte vraiment. Donc, j'amène sa vision un peu plus loin. J'éveille son Mindset, esprit, justement, le mindset. Donc, du coup, c'est ça que moi, je pense que c'est ça que je l'apporte encore plus parce que je l'amène à être plus grande. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle, en retour, elle t'apporte? Parce que ça doit être gagnant-gagnant quelque part. Oui, elle, tu sais que la femme, le seul truc qu'une femme, pas seulement le seul truc, mais le truc le plus important qu'une femme doit apporter à un homme, c'est la paix. Genre, c'est que tu veux que ton gars soit fier de toi. Il faut l'amener la paix d'esprit. Le reste, même non. Ça peut venir en second plan. Tu vois. Donc, quand tu amènes la paix, non. Quand tu dis la paix, ça veut dire quoi la paix? La paix, ça veut dire quand tu es avec un gars, si le gars stresse, quand il est avec toi, Ouais. il est calme. Genre, il prend la peine, il se ressaisit. Parce Elle qu'un homme, t'apaise, quoi. oui, tu apaises l'esprit de ton gars, tu vois. Peut-être quand il a ses problèmes, peut-être le travail, le soir, il rentre du travail, il est fatigué, le travail, c'était la merde. Il rentre, il sait que non, il va aller dans sa zone de confort. Et tu es sa seule zone de confort. Maintenant, s'il arrive à la maison, toi encore, tu le casses les couilles. Tu sens encore les problèmes monter. Tu t'avais demandé si tu ne m'as pas donné. Et tu avais fait si tu ne m'as pas donné, tu es incapable, tu n'as pas besoin de moi. Tout ça, c'est comment dire, c'est la guerre. Comme on dit là. Mais, et justement, elle m'apporte la paix. Elle m'apporte, c'est que là, il y a aussi l'amour. Tu sais que quand tu sais que tu es avec quelqu'un que tu aimes bien, tu as toujours envie d'être avec cette personne. Ouais. C'est ce sentiment d'appartenance, d'amour, de relation. Oui. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a aussi l'aspect financier. Mais l'aspect financier, moi, je ne vois pas trop l'aspect financier de mon côté comme de son côté. Parce que les finances, c'est des trucs que ça peut finir. Ça peut Après la finir, oui, finance, clairement. après, Mais il y a la il confiance y a qui se quoi? Il y a la crée, confiance, etc. il y a le soutien, surtout Soutien. comme il t'a dit, la paix. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on s'apporte à deux. Genre, c'est mutualisé, en fait. Donc, si c'est que tu es avec un gars et qu'il y a cette paix-là, et que tu apportes cette paix-là, c'est vrai qu'il y a tous les problèmes, mais après, Partout, il y a des problèmes. quand vous êtes Ça ne va jamais finir. des âmes qui se complètent, genre, comme on dit, les âmes sœurs, là, justement, voilà. Donc, ça va aller. Et puis, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Et Et tu vas la là, marier, du coup. ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. On a fait 3 ans de relation à Donc, distance. c'est la suite logique, quoi. C'est la suite logique si tout se passe bien. Et comme elle, il y a des fois aussi, on craque. On s'est dit, merde, ça fait pratiquement, est-ce que ça va arriver, tout ça. Mais voilà, j'ai Ok. fini les études. Là, je vais commencer une vie professionnelle entrepreneuriale. Donc, on va commencer à vivre ensemble. Le calvaire va bientôt finir. Donc, courage à toi. Tiens bon, nous sommes presque arrivés. Ok. Incroyable. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est C'est bien. magnifique. Ok. Donc, maintenant, je voulais qu'on parle
de tout ce qui est lié à, tu sais, la vie. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, surtout Mhm. aujourd'hui à l'école, vu que je suis dans une classe où majoritairement les gens sont en alternance. Mhm. Euh, Ils parlent beaucoup de relations professionnelles Mhm. toxiques. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Moi, je ne vis pas une relation professionnelle toxique avec celle qui m'encadre, Emmanuel. Euh, et toi, je voulais que tu m'expliques un peu comment est-ce que toi, ça s'est passé dans ton cadre personnel. Tu as plusieurs années d'expérience. En fait, Comment est-ce qu'on gère ça? tu dois comprendre que tu vas tomber sur différents types d'employeurs, différents types d'encadreurs, Ouais. tu vois. Par exemple, moi, dans mes expériences, comme je Hum, t'ai dit, ma première expérience, c'était une expérience grand groupe. Ok. Et dans pratiquement toutes les expériences grand groupe, on est toujours calme, on gère toujours bien. Parce que c'est un grand groupe. Tu as des managers qui t'encadrent et tout. Il n'y a pas de problème, en fait. Maintenant, quand tu entres dans une entreprise qui est vraiment, qui débute ou bien qui est dans Ses débuts. qui n'est pas encore très Très grande, grande. le manager te met une pression. Moi j'ai toujours compris les managers avec lesquels je travaille, même si parfois ils abusent. Par exemple, je vais te prendre l'exemple Okada, la japonaise avec qui j'ai travaillé. Ouais. Elle est en train de faire développer sa marque. C'est pas tout le temps évident. Le chiffre d'affaires n'est pas encore trop élevé, mais elle essaie de s'en sortir quand même. Donc il y a les comportements qu'elle adopte parce qu'elle a la pression du travail, la pression de la réussite. Elle veut Sous que son, pression, quoi. oui, sous pression. Donc c'est vrai que c'est pas bien dans le sens managériel, Ouais. mais moi je la comprends parce que je suis un entrepreneur et quand tu as un business qui n'est pas encore comme tu veux, tu peux parfois te comporter envers tes employés d'une façon vraiment rocambolesque. Et puis, moi, j'ai su gérer ça. C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai eu des crises aussi parce que je ne peux pas te permettre de travailler comme ça avec une personne qui est un peu trop Ouais. bouillonnante parce que, C'est pas trop stable, quoi. voilà. Mais en vrai, moi, j'ai su gérer ça. J'ai pris mon calme. Je me suis mis dans la peau de la personne, même si c'était pas totalement le cas. Et puis, voilà. Mais c'est même si c'est que mon manager est bien avec moi, même s'il n'est pas bien avec moi, moi, je suis pas fait pour travailler pour quelqu'un. C'est comme je t'ai dit, je suis un putain d'entrepreneur. Moi, je fais pas partie de ceux-là qui écrivent l'histoire, Ok. qui créent, qui laissent des impacts, qui amènent un leader. Donc, Ok. moi, ma vie, c'est même si je travaille dans une entreprise, on me donnait le punch chargé, ça que maintenant, on me donne le lit que donc, je peux pas continuer, en fait. Tu vois. Donc, aujourd'hui, si, avec toutes les compétences que j'ai, je peux travailler dans un grand groupe, mais je préfère ma propre entreprise. Je préfère créer mon propre truc et avancer avec. Donc, c'est ça. C'est le point que tu soulèves, c'est un point qui touche tous les jeunes. Tout le monde veut créer aujourd'hui son entreprise, etc. Mais est-ce que tu n'estimes pas que on veut un peu aller trop vite? C'est-à-dire, on veut créer une entreprise. Déjà, à la base, on ne fait même pas peut-être bien son travail. On n'est pas. Voilà, même si pour commencer, on doit forcément aller à un moment donné, on doit se lancer dans le bain. Mais est-ce que tu estimes qu'on ne va pas trop vite? En fait, moi, ce que je veux dire, pour moi, c'est que non. On n'est né pas entrepreneur, on devient entrepreneur, tu vois. Ok. Quelqu'un que tu dis qui part trop vite, Hmm. tu vois. Il y a des gens qui deviennent entrepreneurs parce qu'ils ont vu les autres sont entrepreneurs. Ouais. Ils ont vu, c'est la tendance, c'est la mode. Tout le monde est entrepreneur. Je suis entrepreneur. Tout le monde dit que non, je suis entrepreneur, je suis CEO, je suis ici. Alors qu'ils n'ont pas vraiment la conviction. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu vois. C'est un peu comme une mode. Tu vois, tout le monde peut porter la Balenciaga, tu portes aussi la Balenciaga parce que tu vois que c'est la mode. Alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, de mon cas, ce n'est pas le cas. Moi, je suis entrepreneur depuis. Dans l'âme. C'est un truc qui me passionne. Ok. Tu vois, je peux prendre des risques comme ça. J'adore le risque, man. J'aime ces sensations où Donne un exemple. je C'est teste mieux. d'autres trucs. Donne un exemple. Tu vois, je vais te prendre un exemple très simple. L'entrepreneuriat pour moi vient de plusieurs facteurs. Il y a la frustration, dans le sens où je viens d'un pays où il n'y a pas vraiment tout ce qu'il y a ici en Europe. Tu vois, je me dis, j'ai eu la chance de voyager, de venir ici, de voir des trucs vraiment extraordinaires. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas ça à la Chez moi. maison? Je me dis, non, ça c'est une frustration. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'illusion du confort. Parce qu'ici en Europe, on vit dans l'illusion du confort. Ce n'est pas chez nous. On est amené à rentrer. Même si tu vas vivre 10 ans ici, tu vas rentrer chez toi. Même si tu ne rentres pas, c'est ton problème, mais il y a des gens qui rentrent. Tu vas vivre dans le confort ici, rentrer chez toi, vivre Donc, tu es pour le Back to Africa, quoi. Je suis pour le back to Africa directement, même après les études. Pour moi, ça dépend que de moi. Les Français chassent tous les étudiants après les études. Mais je suis un peu trop dur dans le sens où c'est pas évident. Tout le monde ne naît pas entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Donc, mais pour moi, dans ma conviction, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Ok. Mais tu peux, comme je t'ai dit, la façon du retour en Afrique, c'est dans le sens où même si tu as des compétences, si tu n'es pas fait pour être entrepreneur, il y a des gens comme nous qui vont créer des startups. Ok. Toi, avec tes compétences dans lesquelles tu travailles dans une Tu entreprise, peux là, aider. tu peux aider, Pour tu peux ta pierre à venir. l'édifice. Tu vois, c'est vrai que le salaire ne sera pas encore le même. Mhm. Mais si nous, on se met ensemble, on va construire l'Afrique, tout comme ils ont construit Construire ici. l'Europe. Toi, tu viens ici, tu travailles dans une grande entreprise, tu sais que l'entreprise, ça vient d'où? C'est toute
une histoire. histoire. Maintenant, toi, moi, je suis entrepreneur, tu as les compétences en développement web. Viens, on travaille ensemble, on crée aussi une histoire qui va durer et qui va élever Voilà. les Mais, consciences. mais est-ce que tu ne vois pas que, en fait, la tendance entrepreneuriale où tous les jeunes veulent y aller, se lancer dans le bain, même si toi tu m'expliques qu'en réalité, il y a deux types. Il y a ceux qui c'est dans l'âme, comme toi, et il y a ceux qui suivent juste la tendance, la mode, etc. Est-ce que tu estimes que le fait que tout le monde suive que l'entrepreneuriat, est-ce que tu n'estimes pas que ça fait en sorte que ça tue le ensemble? Parce que tout le monde veut créer son entreprise et personne ne veut se mettre avec l'autre. Personne ne... C'est l'ego, tu vois. Il y a beaucoup d'ego qui se crée. Tout le monde veut être CEO de sa propre startup. Qui va maintenant travailler pour... S'il y a trop de startups, en fait. Justement, c'est pour ça qu'il a dit que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Même ceux qui disent qu'ils suivent la tendance, là, ils vont arriver après, ils vont cracher. Ils vont revenir sur terre. Ils auront les pieds sur terre. Maintenant, quand ils vont cracher, ils vont avoir l'expérience. Maintenant, ils vont décider de mettre les gens. Moi, il te dit, l'entrepreneuriat, c'est pas la cause. Tout le monde, tu peux décider, je vais créer mon entreprise aussi, mais demain, si ça crache, toi, tu vas voir que c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il faut avoir le mindset, il faut avoir le courage, le risque, il faut avoir le Et goût le du mindset, là, toi, pour toi qui as lancé tellement de choses, qui a eu tellement d'échecs, mais qui est toujours là, Oui. comment est-ce qu'on conserve son mindset? En fait, c'est maintenant dans le sens où, c'est maintenant le fait, quand je dis que l'entrepreneuriat, c'est dans l'âme, c'est la passion. C'est un peu comme un musicien qui veut devenir musicien, comme un footballeur qui aime Tu as le dit on ne football. le naît pas, on devient. On devient, justement, non. Et quand tu deviens entrepreneur, ça ancre dans ton âme. Donc, quand tu deviens entrepreneur, tu deviens ancré, l'entrepreneur ancre en toi, genre, tu deviens entrepreneur maintenant dans l'âme, tu vois. Donc, voilà. Donc, pour revenir à ta question, si tout le monde... Attends, tu as demandé... Non, j'ai demandé comment garder la motivation, comment Voilà. garder Comment garder la discipline, comment rester dans l'entrepreneuriat, même si c'est difficile. Oui, même si on n'a pas de résultats. Voilà, c'est comme je disais, maintenant, c'est là où la passion entre en jeu, tu vois. Quand tu es passionné par quelque chose, tu as quel est l'échec, tu vois. C'est un peu dangereux quand même. Oui, c'est dangereux, c'est le risque, mais c'est la vie. Tout le monde prend le risque. Tu prends le risque, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Il y a des endroits où tu es obligé de prendre le risque. Maintenant, c'est soit tu gagnes, c'est soit tu perds. Maintenant, tu vas perdre même 10 000 fois. Okay. Mais c'est qu'un jour, c'est ce qui est sur un jour, tu vas pouvoir, tu vas créer un truc qui va pouvoir remplacer tout ce que tu as eu à perdre. C'est un peu comme les VC aujourd'hui, les gens les capital risqueurs, ceux qui investissent dans des startups. Un capital risqueur, par exemple, toi, Alfred, tu peux avoir 10 millions. Tu prends 10 entreprises, tu mets 1 million dans chaque entreprise. 9 entreprises vont mourir. Mais le reste d'une entreprise, ça peut te rembourser tous tes 10 millions. C'est ça qu'on appelle le risque. C'est vraiment ce qu'ils font, les capitales. C'est ça, un entrepreneur. Tu vas investir, tu vas créer beaucoup de business, mais ce qui est sûr, non, il y a un business qui va la donner. C'est la résilience. C'est la résilience et la discipline. Parce que même si on parle de passion, tout ça, tu peux avoir la passion, tu peux avoir le rêve, mais après... Donc, du coup, est-ce que tu es pour plusieurs projets ou un seul projet à fond? Je suis pour... Plusieurs projets à moitié, c'est-à-dire on divise son énergie dans plusieurs projets ou on fait un seul projet à fond. Toi, tu serais pour dans quoi? Non, il ne faut jamais aller sur plusieurs projets à la fois. Tu peux avoir plusieurs projets dans la tête, mais tu fais un à un. Okay. Tu lances un truc, ça ne va pas, tu testes, tu vois que dans le business, si ça peut attendre. Pas que tu abandonnes, tu peux mettre pause, tu essaies un autre truc. Comme par exemple, moi, je vais te prendre un exemple très très simple. J'ai beaucoup de projets. J'ai lancé beaucoup de projets qui ont échoué. J'ai lancé des projets qui sont en cours. J'ai des projets qui sont futurs. Là, actuellement, si je suis en train de travailler sur un projet Piole, j'ai un projet immobilier que j'avais en tête et qui était l'un de mes derniers projets que je devais lancer après avoir lancé tout le reste des projets. Mais aujourd'hui, ça va être le premier projet que je lance officiellement, la première startup que je vais lancer. Pourquoi? Parce que je prends tous mes projets, je vois qu'est-ce qui est plus faisable avec les compétences et les ressources que j'ai actuellement. Je mixe, je dis bon, ça, c'est plus facile à faire que l'autre aussi. Ceci, ça peut attendre. Est-ce que tu peux rappeler un peu les compétences et les ressources pour qu'on sache un peu comment est-ce que tu arrives à créer les types d'applications que tu as aujourd'hui, que tu peux créer aujourd'hui? En fait, si on veut prendre un exemple simple, tu vois, Blake Garris, ma marque de vêtements, c'est une entreprise un peu comme Shein, genre une fast fashion en ligne, une boutique en ligne qui va offrir des expériences vraiment e-commerce aux Camerounais et aux Africains. Là, quand je vois Blake Garris, c'est ça que je devais ouvrir direct. Après, ça doit être le premier business que je devais faire. Quelle est l'ambition de Blake Garris? Blake Garris, c'est de devenir le Shein de l'Afrique, comme Shein est ici en Europe, en Amérique, tout ça. Genre une plateforme où les gens commandent des vêtements en ligne, on les livre directement chez eux à des prix bas, tu vois. Quelle serait la différence, par exemple, entre Blake Garris et Jumia, par exemple? Jumia, lui, c'est une marketplace. Jumia, lui, il vend tout. Moi, je ne vends pas tout. Je suis une marque de vêtements, je suis Shein. Ah, ok. Tu vois, je suis une marque de vêtements, je suis fait uniquement dans le vêtement, dans la mode et la beauté, c'est-à-dire les produits de mode, les produits de beauté, c'est tout. C'est pour ça que Blake Garris, en vrai de vrai, c'est BG, c'est pour dire beau garçon, le bien-être en fait. Donc c'est ça. Moi, je suis pas une marketplace, c'est moi qui gère mon stock, c'est moi qui gère tout le processus, c'est-à-dire le e-commerce.
Donc, c'est ça. Et c'est un projet aujourd'hui que je devais la lancer en janvier, mais tu vois, les ressources ne sont pas encore assez adéquates. C'est ça que je dis qu'il faut avoir les ressources. Tes projets peuvent être là, mais prends un projet que tu auras les ressources de lancer directement. Bligaris, ça me demande énormément de financement parce qu'il faut gérer la livraison. Tu sais que la livraison en Afrique, c'est pas évident. Pas du tout. Il faut gérer le stock, il faut acheter la marchandise et tout ça. Il faut gérer les équipes. Là, tu me vois qu'il y a 3 grosses ressources. Alors que Piol, et en plus le développement de l'application aussi. Donc, ça doit coûter à peu près combien pour se lancer? Bligaris, Pour un bon lancement. Si j'ai besoin, pour un bon lancement de Bligaris, j'ai minimum peut-être besoin. En France, il faut avoir 1 euro. Comme tu veux. En euros, je vais dire 50 000 euros. 50 000 euros. Tu es sûr que 50 000 euros, c'est pas petit? C'est pas petit, mais c'est ça que je dis minimum. Ok. Minimum. Genre, c'est 32 millions, mais donc 32 millions aujourd'hui. Bligaris, je pète ça. Minimum. Il faut avoir une stratégie en tête, etc. Tout est là. Franchement, tous mes business, tout est là. Tu vois. Mais quand je fais mes business, je structure, je garde. Quand les ressources sont là, je sors. Parce que, ça, tu me dis ça, ça me rappelle comment dire, je suivais un podcast chez l'investisseur africain, si je ne me trompe pas, d'un monsieur qui a travaillé pour une boîte qui était concurrente à Juma, je ne me rappelle pas la boîte. Mais il expliquait que lui, en fait, son budget, il était directeur marketing d'un concurrent de Jumia, c'était 50 millions par an. Tu vois que. Donc, quand tu me dis 32 millions, je dis, mais c'est pas petit. C'est pas petit. Tu vois que Jumia, c'est une marketplace qui est dans 50 millions par an. C'est combien de pays? Et c'est juste la pub. C'est juste la pub. C'est combien de pays? Jumia, ils sont dans pratiquement 10 pays aujourd'hui. Oui. Tu vois, moi, je te parle d'un projet qui va décoller en phase. Parce que Jumia, eux, ils ont testé les marchés. Ils connaissent le budget qu'il faut. Moi, c'est pas forcément l'agent qui fait le projet. C'est pas l'agent qui fait le projet. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que ton projet va réussir. Non. Quand tu fais un projet comme Bligaris, c'est pas parce qu'on va te donner 1 million que tu vas lancer 1 million une fois. Ça, c'est gaspiller de ressources. Quand tu veux commencer un projet, commence avec le minimum. Tu testes le marché. Okay. Tu prends les retours des clients. Tu vois. Par exemple, je vis avec 1 million d'euros aujourd'hui. 650 ou bien 100 millions. Je lance Bligaris. J'aurais tellement beaucoup d'investissements. Je vais viser le marketing, tout ça. Mais comment je vais pouvoir mesurer facilement la rentabilité du truc? Parce que j'ai injecté 100 millions. Pour avoir le retour d'investissement de 100 millions, il te faut attendre peut-être même 4 ans. Ou bien 2 ans. Parce que tu as investi dans la pub, tu as investi dans beaucoup de trucs. Ça, c'est gaspillage de ressources. Alors que quand tu entres avec un nouveau projet comme ça, par exemple, Bligaris, je vais te donner une opération commerciale simple. Avec les 32 millions, j'arrive au Cameroun. Okay. Je prends une boutique peut-être de 100 000 au mois, ou bien 100 000 au mois. J'ai un point parce que la boutique, tout ça, j'ai le bureau. Okay. Je prends une boutique de 100 000 au mois. En un an, ça me fait combien 1 million 2. 1 million 2, oui. Tu vois, je crée une chaîne de logistique. Okay. Peut-être avec 5 millions, j'achète des motos et tout ça, je fais des points relais et tout ça. Okay. Je prends le stock, peut-être je prends. Parce que le but difficile, au final, c'est le vendre. C'est pas. C'est le vendre, justement. Mettre l'infrastructure en place. Tu vois, je vais tester d'abord quand je vais commencer Bligaris, je teste d'abord Bligaris, les villes phares, Douala, Yaoundé. Je ne parle pas directement dans tout le Cameroun, je ne peux pas satisfaire tous les Camerounais. Il faut d'abord que je teste un segment de population pour voir comment eux réagissent face au produit. Okay. C'est par rapport à leur retour que je vais adapter. Maintenant, je vais pouvoir me étendre dans tous les autres pays. Parce que les autres endroits, ils ont le même comportement, c'est les mecs, les Camerounais. Okay. Donc, tu testes marché par marché, c'est zone par zone. Tu testes la zone si ils ont des retours, tu adaptes ton produit. Après, tu retestes s'ils valident. Et tes estimations, si tu testais Douala et Yaoundé, quel serait pour toi avec tes retours, avec le capital que tu as? Les estimations, je ne suis pas sur le terrain totalement, mais si je peux estimer, si je testais Douala et Yaoundé, les retours que je dois avoir, vu que moi j'estime que mon produit est complet, mais mon produit n'est jamais encore complet, jusqu'à ce que le marché donne le retour. Le verdict. Justement. Donc du coup, quand je prends Douala, les retours que j'ai, j'optimise. C'est que si je n'aurais pas les retours seulement de négatifs, j'aurais des retours avec des clients et tout ça. Et puis je vais adapter. Et c'est ça, je ne peux pas te dire que j'aurai les retours totalement négatifs, totalement positifs. Là, je peux dire que je suis neutre, ça va être balancé. Mon produit ne sera pas totalement parfait, mais j'aurai quand même un bon truc. Et avec ça, je vais pouvoir m'étendre dans différents trucs. Après que j'ai répondu aux besoins des clients de Douala. Mais du coup, ça, ta question m'amène à poser une question. C'est est-ce que tu estimes que le marché digital africain, c'est-à-dire le commerce en ligne, le business en ligne, est en pleine expansion et qu'il faut se lancer dedans à l'intérieur? C'est une dinguerie parce que le marché africain aujourd'hui, c'est pour ça que tu vois les entreprises françaises comme Jumia, ils viennent au Cameroun. C'est pour ça que tu vois les entreprises comme Yango qui est russe, qui viennent en Afrique. Les entreprises comme Gozem, qui est française, viennent en Afrique. Tous les Africains, je ne sais pas pourquoi les Africains dorment, mais ils ne voient pas que la majorité des grandes startups en Afrique, ce sont les Lekki. Ce sont les blancs, non? Ouais. Tu vois, Jumia, Sendwave, TapTapSend, tous les entreprises occidentales. Je crois que l'entreprise était africaine. C'est jamais africain. TapTapSend, c'est une entreprise américaine. Ok. Jumia, c'est une entreprise russe. Gozem, c'est une entreprise française. Jumia, française. Mais du coup, si les plus grandes entreprises locales chez nous sont de l'extérieur, sont occidentales,
Ça veut dire qu'ils nous connaissent plus que nous-mêmes. Même pas qu'ils nous connaissent, ils viennent, ils prennent des gens qui nous connaissent pour les donner les informations. Ils ne nous connaissent pas, ils nous connaissent où? Tu es arrivé d'un pays que tu ne connais pas, tu prends les gens qui connaissent ce pays, ils te donnent l'information et puis tu fais ton business. Parce que, pour moi, je veux dire, s'il y avait des gens qui connaissaient le pays, je crois que l'argent ne manque pas. Non, c'est le risque. Ils allaient, Ils ont peur de prendre. Non, lancer leur entreprise. Justement, c'est ce truc dans l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on appelle le risque. On revient justement au risque. Ils voient qu'ils connaissent ce marché, mais ils ont peur de mettre l'argent. Comment tu as peur quand tu es dans une entreprise, tu as fait, ça a marché? Bon, toi qui travailles dans ton entreprise, pourquoi tu ne crées pas ta propre entreprise? Moi, je suis dans les voyages. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas dans les voyages, pour quelqu'un qui est en développement web, pourquoi il ne crée pas une société de développement d'application? Parce qu'il veut le confort, non? Non, mais même pas. Parce que le développeur d'une entreprise, il développe juste. Si tu as une boîte de conseil, que tu vas pas y développer des solutions. Non, je dis même pas dans une boîte de conseil. C'est pas toi qui vends. Tu es juste là, tu apportes juste ta compétence. Tu n'es pas celui qui vend. Bon, la différence avec ce que tu me demandes, c'est quoi? C'est que moi, il te dit par exemple, tu es un directeur marketing. Parce que si ce que tu dis là, que c'est que les Noirs qui ont la compétence, qui connaissent le marché. Je n'ai pas dit que c'est que les Noirs qui ont la compétence. Ils connaissent le marché. Ouais. Quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, il va venir investir en Afrique. Il connaît quoi du marché africain? Même s'il doit connaître le marché, il doit faire peut-être 1 an sur le territoire. Même s'il fait 1 an sur le territoire, il faut qu'il C'est très peu, 1 an. Très peu. C'est toujours les gens. C'est pour ça qu'ils prennent des gens sur le continent qui travaillent pour les. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler pour les. Mais c'est que c'est les traîtres alors. Pourquoi ceux-là ne construisent pas des entreprises locales? C'est le risque, justement. C'est ça qui te fait comprendre qu'ils ont peur de prendre le risque. Justement, il y a maintenant les gens qui sont des entrepreneurs. C'est ça que les entrepreneurs entrent en jeu pour prendre le risque. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur. D'abord, c'est le risque. Pour investir, il faut d'abord que tu aies le cœur d'investir. Tu sais que ça peut cuire, que ça peut rater en fait. Okay, donc les Occidentaux sont plus comment dire, ils ont plus d'appétence au risque que nous. Non, pas qu'ils ont plus d'appétence au risque que nous. Ils ont est-ce que les gens qui viennent investir dans des startups comme ça, c'est des gens qui ont déjà eu des expériences en tant qu'entrepreneurs, ils ont déjà investi dans des projets. Donc, ils ont plus d'expérience que quelqu'un qui est en Afrique, qui voit le marché, il va investir, il va commencer, il n'a jamais encore eu d'expérience. Tout il va falloir qu'il rate. Et qu'il va rater peut-être 2-3 fois, il va abandonner. Alors qu'un investisseur, peut-être, c'est pas tous les Africains que je dis, hein. Je passe pas tous les Africains. Mais quand on voit les majorités des startups... Moi, je regarde surtout l'Afrique francophone. Oui, toute l'Afrique francophone, justement, vu que c'est le marché qu'on connaît. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui ont des startups en Afrique francophone, mais qui ne sont pas encore très, très connus, vu que je ne connais pas. Mais la majorité des grandes startups aujourd'hui, la majorité, ce sont les étrangers. Parce que ces étrangers-là, ce sont des entrepreneurs, ils ont l'habitude d'investir. Donc, ils testent des marchés. Quand tu vois peut-être Amazon dit qu'il part en Afrique du Sud, Amazon, c'est Amazon. Jumia qui dit qu'il vient en Afrique, il part dans d'autres pays. Il faut risquer, quoi. Il faut risquer. Donc, c'est ça la différence. Ok. Très bien. Du coup, là, on va vraiment aller d'une autre question. C'est souvent une question. Moi, c'est une question qui m'est revenue personnellement. C'est quand je voulais voyager. Je crois que peut-être toi, on t'a aussi posé la question. Ou peut-être on a eu la même peur. C'est quand tu veux voyager, tu as ce truc-là, tu te dis, oh, peut-être les Européens sont racistes, etc. Quand tu arrives, moi, je pense que tu comprends très vite que c'est pas ça. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Toi, est-ce que tu as vécu une scène personnelle de racisme? Est-ce que tu as été victime de racisme? Est-ce que dans ton entourage, si tu l'as vécu, comment ça t'a impacté, etc. Comment est-ce que tu vois ça? Pour moi, le racisme, c'est comme la pauvreté. Tu vois. Quand tu vois les Noirs qui ont un Noir qui a réussi, est-ce qu'il sera victime de racisme facilement? Le racisme, c'est comme la pauvreté. C'est vrai qu'il y a des Noirs aussi qui ont réussi, qui sont victimes de racisme, mais c'est pas trop comme quelqu'un qui n'a rien et tout ça. Quand tu arrives dans un pays, tu dois te démarquer, tu dois te faire respecter. Force économique. La force économique. Tu dois voir ce truc-là quand quelqu'un te voit, tu dis que non, ça, je peux pas, blablabla, je peux pas me permettre d'insulter la personne ici. Tu vois un peu, moi, je viens ici. J'ai pas peur du racisme parce que le racisme, c'est un truc que rentrez chez vous. Vous ne serez pas victime de racisme. Tu vois, jamais marché au Cameroun, on te dit que sale noir. Tu vois. Moi, quand il reste avec moi en route, ça me fait mal, mais je vais comprendre que je ne suis pas chez moi. Tu vois. Donc, je ne vais pas trop prendre ça dans le sens où, gars, si je vais commencer à m'enrouler au sol, tout ça. Je vais essayer d'éviter. Mais comme je disais, le racisme, c'est comme la pauvreté dans le sens où, si tu es quelqu'un de respecté, quelqu'un de... Il y a des dispositions qu'il faut qu'on est plus raciste envers toi que... Oui, justement. Parce que si tu es de la classe moyenne, tu me montres que, gars, tu ne vaux rien. On va t'insulter, même dire que tu es un sale nègre. Un sale nègre, en fait. Donc, on va te voir comme quelqu'un qui ne vaut rien. En plus, tu ne vaux rien et tu es noir. tu vois un peu. Alors que si tu es peut-être, quand tu es financièrement stable, tu vis ta vie, quand tu pars dans un restaurant, tu pars dormir au Doc Pullman à Paris, tu penses qu'arriver à l'accueil,
La réception va te dire que sale nègre. Parce qu'il a eu le pouvoir de l'argent, tu vois. Il va te voir, il va dire que le monsieur, si, il est noir, mais il est riche. Il ne peut pas te traiter de noir. À part si c'est que elle est aigrie. Mais nous sommes dans un monde capitaliste. On n'aura jamais le courage, c'est une employée, c'est qu'on va la virer. On ne peut pas. Alors que si même quelqu'un qui n'a pas l'argent vient dans l'hôtel, seulement pour demander le prix, il vient pour déranger, pour dire que vient et tout ça, oh, machin, truc. On va le voir comme un vaurien. Toi, tu fais quoi ici? En plus, tu es noir, rentre dans ton pays. Nous sommes au marché de Bamako ici. Il faut rentrer. C'est des trucs comme ça, justement. Moi, le racisme, c'est quoi la pauvreté? Si tu as l'argent, on te respecte. Si tu n'as pas l'argent. On ne te respecte pas. On ne peut pas te respecter. En plus, on te respecte pas. Et on ne peut pas te respecter. Et on te traite de tous les noms. Il n'y a que les aigris vraiment qui peuvent te traiter de rat. Tu prends un président comme Obama, tu vois un président noir qui est président des États-Unis, tu penses qu'on peut les traiter de noir un jour? Jamais. Un Samuel Eto'o comme ça. Les gens qui traitent Samuel Eto'o les noirs sont les haters. Tu vois, c'est les haters qui peuvent t'insulter. Par là-bas, c'est dans le sens de l'insulte. Mais dans le sens où tu es quelqu'un qui est respecté, tu viens d'un endroit, on te voit, tu roules d'une grosse voiture, personne ne va te sortir des gros mots. Donc pour moi, le racisme, personnellement, je ne suis pas avec le racisme parce que, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'ouvert, j'ai des compétences, je connais ce que je vaux, je me vends cher. Et puis, si tu sais que je suis quelqu'un qui se vend cher, tu vas te permettre de parler n'importe comment. Tu vas me dire des trucs de n'importe comment. Se vendre cher, mais pour moi, ok, il faut se vendre cher, c'est important. Mais il faut aussi, quelque part, avoir un fond, quelque part qui... Comment dire, il faut avoir un fond dans sa personne, quoi. Il faut vraiment être quelqu'un. Ne pas seulement se vendre cher, faire le marketing. Oui, se vendre cher, c'est d'abord être quelqu'un. Tu peux pas te vendre cher si c'est qu'on ne connaît pas qui tu es. Si on ne connaît pas ce que tu vaux. Si tu ne vaux rien, tu vas te vendre cher comment? Il faut aussi les connaissances pour bien se vendre cher. Justement. Oui, donc... C'est le marché, c'est l'offre et la demande et les compétences. Tu viens sur un marché. Et du coup, voilà. Est-ce que tu as été victime personnellement de racisme? Non, jusqu'à aujourd'hui, non, pas vraiment. Est-ce que dans ton entourage, tu connais? Dans mon entourage, non. Voilà. J'ai pas été victime de racisme. Okay. Parce que justement, les gens avec la communauté dans laquelle je suis ou bien les gens avec qui je traite. Ouais. Justement, moi, je pense que c'est parce que je montre que je suis quelqu'un d'important que je ne vis pas de racisme. Par exemple, dans l'entreprise où je travaillais, tu vois, j'étais chef, c'était moi le chef. Tu vois, j'ai formé des gens, j'ai formé des collègues avec qui je travaillais. J'avais plus de compétences. Donc, ce qui faisait qu'on sait que non, lui là, c'est la tête. On ne peut pas lui dire n'importe quoi, il peut piquer une crise. Tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je me dis, si je venais aussi comme tout le monde, il vient, donc, pour toi, il faut d'abord venir avec une certaine posture. Oui, il faut venir avec une posture. Tu imposes ton charisme. Ton charisme, comme on dit souvent. Voilà. C'est exactement ça. Ensuite, maintenant, il faut les compétences. Tu montres que tu vaux quelque chose. Okay. Que tu as cette compétence, qu'on ne peut pas te faire du n'importe quoi. Qu'on va te voir que le gars, il est très, très intelligent. Il ne peut pas, c'est quelqu'un qui connaît, en fait. Mais si tu viens étant nonchalant, on te dit, va puiser l'eau, va faire ceci, on te dit, machin, tu respectes, on va te voir comme un petit vaurien. C'est pour ça que je t'ai dit que pour moi, le racisme, c'est comme la pauvreté. La pauvreté. Parce que tu n'as rien, tu ne vaux rien, tu ne sais à rien. C'est dur, mais c'est vrai. C'est dur, mais c'est très vrai. Du coup, on arrive à la fin de l'exercice du podcast. Pour bien terminer, j'aimerais que, en fait, un dernier conseil aux plus jeunes, aux petits frères qui viennent d'arriver, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, le message global, un bon truc, quoi, pour terminer en beauté. Bon, le message que je vais passer aux plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une époque où tout est possible. Le monde est en train d'avancer très, très vite. Arrête de te plaindre tout le temps que tu n'as rien, machin, truc là. La vie est dure, la vie n'est pas dure. Va chercher les opportunités. Travaille. Comme j'ai dit, il faut risquer. Prends le risque. Parce que le risque, si tu n'as pas de risque, tu n'as rien. Comme on dit, no risk, no gain. Donc, prends le risque et travaille énormément. Et n'aie pas peur d'échouer. Parce que l'échec, c'est ça qui t'apprend plus que la réussite. Donc, pour moi, c'est ça. Fais comme ça.